avec Salia Ben Messaël, qui est donc professeur de littérature, spécialiste de la littérature notamment australienne, mais qui, à travers le prisme de la littérature, aborde toutes ces questions et historiques et sociétales et culturelles de la société. Bonjour, merci beaucoup d'être là, ça me fonctionne, c'est formidable. Ah. Bonjour, vous m'entendez suffisamment bien? C'est parfait. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les Carrefours de la Pensée, particulièrement Mélanie Lebrun, pour cette organisation et le montage d'un programme extrêmement riche. Séverine Mater, qui a été très réactive, notamment ce matin, pour faire les tests avec moi. Donc, j'y ai été très sensible et je tiens à le dire. Je remercie également la mairie du Mans, la métropole Le Mans Université, pour leur invitation. Alors moi, je voudrais commencer mon propos par le titre de la manifestation « Australie, rêve et réalité », qui reflète à mon sens la manière dont le territoire australien, qui se situe entre Asie et Pacifique, a été, comme tout processus dit de colonisation, sujet à des projections imaginaires de l'altérité, de ce qui est autre, que ce soit pour un individu ou pour un endroit. Ce que l'on considère, selon notre petite lunette un peu, de nouveau ou d'exotique. Je mets exotique entre guillemets. Lorsque la première flotte britannique arrive sur les côtes australiennes en 1788, la perception qui prévaut du point de vue britannique est celle d'un territoire vierge qui habite une faune et une flore uniques, mais aux conditions climatiques ardues pour un Européen. Cet espace que la Grande-Bretagne va s'approprier sera propice, comme l'ont dit les intervenants précédents, à l'accueil de bagnards, dans un contexte où les États-Unis étaient devenus une nation indépendante et où les prisons britanniques étaient confrontées à une surpopulation carcérale. C'était le 19e, l'époque victorienne, avec toutes ces contradictions. L'arrivée des bagnards et des premiers colons, pour un processus identifié non pas comme une colonisation, mais une installation européenne, le terme installation, qui évite le mot plus complexe de colonisation, est donc déterminant quant à la reconfiguration historique, politique et culturelle d'un territoire qui, en superficie, ne n'oublions pas, fait 14 fois la France, et est situé entre Asie, océan Indien et océan Pacifique. Alors, les premiers récits d'artistes, d'écrivains, de journalistes, souvent des anciens bagnards, dès la fin du XVIIIe siècle, dépeignent un territoire complexe, une terre aride pour les Européens peu habitués à des conditions climatiques différentes, et aussi un nouveau monde qui permet aux bagnards, rebut du Royaume-Uni et de la révolution industrielle, de recommencer une nouvelle vie aux antipodes de l'Europe. Cette perception à la fois d'idéalisation et de rejet est souvent ancrée dans une vision orientaliste qui dépeint le paysage comme faisant partie d'un continent mythique, voire issu de la Grèce antique, et les autochtones sont souvent décrits comme des bons sauvages ou des guerriers dont la description nous rappelle parfois la perception coloniale des tribus du continent africain. Donc vision quelque peu déformée. Les romanciers du mouvement nationaliste du XIXe siècle, et je pense ici à deux romanciers en particulier, Henry Lawson et Joseph Furphy, entre autres, ont imaginé un personnage qui est unique, qui symbolise à la fois une ouverture et un enfermement, vécu par les anciens colons, puis par les anciens colonisés, et désormais, peut-être, par la nation post-coloniale, sujet à débat, prise dans les aléas de la modernité. Alors, je voudrais vous mettre un tableau qui illustre cette vision peut-être légèrement déformée et peut-être un peu pessimiste de l'environnement, mais qui est également qui comporte une part de réalisme. Donc, le tableau que je souhaite vous montrer est un tableau de Frederick McCaben qui s'appelle Down on His Luck, et McCaben est l'un des fondateurs d'une école de peinture, de Heidelberg School. Il était une figure importante du développement de l'école australienne de peinture du paysage. Alors vous voyez que là on a vraiment une vision assez pessimiste de l'environnement australien. Donc on pourrait très facilement transposer peut-être cette peinture aux États-Unis, par exemple, dans les grands espaces états-uniens. Donc, dès le début du XXe siècle, la topographie du territoire est un élément déterminant de l'identité australienne et de sa différence en tant que nation dans le Pacifique Sud. Le discours du premier ministre de la nation fédérale Edmund Martin, prononcé pour la Fédération des États et qui a lieu le 1er janvier 1901, éclaire clairement l'idée que pour la première fois de leur histoire, les Australiens ont une seule, je le cite, nation pour un continent et un continent pour une nation.
La remarque de Barton exprime avec force le rapport de la territorialisation à l'identité et suggère donc que la nation est une projection mentale bien plus qu'une réalité concrète. Teintée d'un optimisme que l'on retrouve dans l'hymne national Advance Australia Fair, la déclaration de Barton désigne l'espace politique et géographique comme interchangeable et, d'une certaine manière, intrinsèquement liés. L'espace naturel est ainsi un enjeu politique dans la mesure où il est le support, l'instrument et l'objet de lutte et de conflit, le reflet, en quelque sorte, d'une division dominant, espace conçu, et dominé, espace vécu. Cette représentation est binaire, vous l'aurez deviné. Et donc cette représentation binaire de l'espace historiographique est reprise par nombre de critiques et de chercheurs en Australie et dans le monde, et parmi eux, donc Bill Ashcroft, donc un théoricien de la théorie postcoloniale, enfin un spécialiste de la théorie postcoloniale, excusez-moi, dans son ouvrage qui s'intitule Postcolonial Transformations, publié en 2001, souligne la manière dont l'imposition d'un modèle eurocentriste par le pouvoir impérial britannique altère la perspective du regard posé sur l'environnement. La définition, ou alors altère également la définition donnée au lieu et au territoire. Ashcroft interroge la localisation de ce que l'on entend par lieu. Alors je me suis permis de vous mettre les citations en anglais, mais moi je les expliquerai bien évidemment. Donc, entend par lieu, ce qu'on entend par lieu, et oppose le lieu à la localisation en indiquant que le concept dit de lieu, qui génère une conscience culturelle et par extension une identité culturelle, est somme toute complexe d'un point de vue postcolonial. Il nous rappelle ainsi combien l'occupation physique et le contrôle de l'espace géographique ont été cruciaux pour l'Empire britannique, que la colonisation anglaise s'est appuyée sur la symbolique architecturale de l'habitation pour asseoir une autorité, une stabilité, voire une grandeur impériale sur le territoire colonisé. Il indique en outre que c'est par l'architecture et la cartographie que le colonialisme britannique a exercé une double emprise sur la réalité spatiale. L'espace australien sera donc circonscrit assez vite par des colonies qui sont elles-mêmes délimitées par des frontières économiques. C'est un espace citoyen, commun, défini par une cartographie politique, mais qui porte en lui un certain nombre de contradictions et de revendications culturelles. Donc voilà la carte de l'Australie. Alors la première contradiction que l'on peut relever est liée clairement à travers cette carte au manque de perception de la présence autochtone et de culture attachée au territoire de manière nombrilique. Une présence et un attachement qui sont très clairement signifiés, visibles, à travers la cartographie autochtone. Donc vous voyez qu'il y a différentes parties qui sont colorées et qu'on appelle country, pays, sans article en anglais. Donc le terme country renvoie pour les autochtones à environnement et appartenance à la terre, à l'habitat, l'esprit et le temps du rêve. Et je sais que j'ai des collègues que j'estime beaucoup qui sont présents aujourd'hui et qui vont se référer de manière beaucoup plus spécialiste que moi sur cette question de l'autochtonie et du chant du rêve. Et donc j'aurais hâte de les écouter tout à l'heure. Et donc ce terme country renvoie à la terre, ce qui forme l'individu, son identité, son histoire, son développement personnel. Alors, à l'arrivée des Britanniques sur les côtes australiennes en 1788, la population autochtone représentait près de 700 000 habitants, présents, comme l'ont démontré les chercheurs, depuis plus de 60 000 années et liés à l'Asie par le biais d'échanges. Constitués en groupe, le mode de vie des autochtones était, selon la vision britannique, rudimentaire. Les autochtones vivaient de chasse, de pêche, de cueillette, et ils étaient spirituellement attachés à la terre. La décision du Parlement de Westminster à Londres est de définir l'Australie comme terra nullius, terme latin qui signifie terre qui n'appartient à personne ou terre inoccupée, était justifiée par le fait que les autochtones n'exploitaient pas la terre comme les Européens. Les Britanniques considéraient en effet qu'ils avaient toute légitimité pour le conquérir et l'exploiter, puisque les peuples autochtones n'étaient pas du tout engagés dans une économie, alors que des chercheurs récemment ont bien démontré que certains autochtones étaient vraiment déjà engagés dans une forme d'économie, entre guillemets, mais pas l'économie comme nous l'entendons vraiment, nous, avec son côté un peu plus mercantile, on va dire, ou très financier. Les peuples autochtones étaient de fait marginalisés et ils faisaient partie d'un espace du vide, espace qu'un anthropologue, William Edward Henry Stanner, a qualifié, en anglais, melancholy footnote, note de bas de page mélancolique de l'histoire.
Stanner a expliqué que l'histoire coloniale plaçait les autochtones en marge de l'histoire et qu'ils étaient à peine visibles. Stanner a démontré qu'ils étaient des sujets réifiés, chosifiés. Et j'emprunte là l'équation d'Aimé Césaire, donc le poète antillais et homme politique, donc qui considérait donc dans ses écrits que colonisation égale réification, donc chosification, l'individu est une chose. Il faudra attendre un référendum en 1967 pour que les autochtones puissent être reconnus comme sujets à part entière et obtenir le droit de vote. Stanner met l'accent sur l'histoire officielle qui, selon lui, a occulté certains événements liés à l'Australie autochtone et à l'Australie anglophone. La colonisation qui n'est pas une installation, mais une invasion, selon lui. Et le terme installation est un peu hypocrite puisque, de fait, il implique, selon moi en tout cas, une convivialité. Il ne me semblait pas qu'il y ait eu vraiment beaucoup de convivialité à travers les échanges entre les autochtones et les Britanniques. Quelques exemples, mais pas non plus des masses, permettez-moi l'expression, dont ils ont été donc victimes. La spoliation, donc une invasion, la spoliation des autochtones de leurs terres et les massacres perpétrés dont ils ont été victimes. Alors, il avance l'idée que ce silence, ce grand silence australien, n'est pas le fait d'une négligence des historiens, mais qu'il résulte en fait d'un problème structurel lié à une vision d'une négligence liée à une vision déformée du regard porté sur l'extérieur. Un regard qui, selon lui, ne traverse que le seul cadre d'une fenêtre et cadre que l'on aurait déplacé pour exclure du champ de la vision complète le paysage extérieur et la réalité. Donc les propos de Stanner, vous vous en douterez bien, et la vision qu'il porte sur un pan du paysage, s'appliquent à mon sens à d'autres groupes de la population australienne, notamment les migrants d'origine d'Asie. Bien que ces migrants autres étaient présents depuis le début de la colonisation, le système mis en place par la politique de l'Australie blanche, suivi d'une politique plus large de la migration, qui de manière insidieuse maintenait également la caractéristique ethnique blanche et européenne, plaçait de fait ce groupe de migrants dans la position de sujets subalternes, inférieurs, dans un espace autre, séparé, ou un entre-deux, entre intégration dans le système économique du pays et le maintien du lien avec le pays d'origine. Par exemple, les Chinois et les Afghans sont arrivés en Australie au début du processus de la colonisation. Les migrants chinois étaient actifs sur les exploitations agricoles, dans l'industrie perlière, mais surtout lors de la ruée vers l'or qui s'est déroulée dans les États du Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie occidentale dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Les Afghans ont été quant à eux envoyés en Australie par le Raj britannique, régime colonial du sous-continent indien, pour guider les dromadaires à travers le pays et participer à l'exploration des zones reculées du pays, ce qu'on appelle plus communément en anglais l'outback ou le bush. L'omission de cette partie de l'histoire de la migration dans une réalité anglo-australienne inventée occupe les récits des historiens, mais également des géographes et des artistes dès les années 70. Artistes et intellectuels s'engagent en effet pour une réécriture de l'histoire de la nation et appellent à une reconfiguration de l'espace géographique et narratif. Ces voix qui s'expriment à travers toutes les disciplines renforcent l'idée avancée par Stanner que le paysage politique, social et culturel australien ne reflète en rien la réalité du pays et qu'il est nécessaire de traduire ce silence imposé par l'histoire coloniale par une voix qui s'exprimerait en dehors du champ colonial et parlerait de la diversité du peuple pris dans son ensemble. La participation des Afghans à la célèbre expédition de Buck et Wills est souvent mentionnée dans des œuvres littéraires. Cette expédition tragique de l'exploration des terres intérieures de l'Australie, qui avait pour objectif de rallier la ville de Melbourne au golfe de Carpentry, au nord du pays, est abordée par exemple dans le roman d'Alexis Wright, qui était au programme de l'agrégation d'anglais pendant ces 2 dernières années, enfin jusqu'à cette année. Donc dans son roman Carpentaria en anglais, donc publié en 2006, donc Alexis Wright aborde cette présence donc des Afghans. Un autre romancier autochtone, Philip Maclaren, mentionne également l'apport d'autres cultures sur le territoire australien dans son roman, donc Tueur d'aborigènes, Scream Black Murder en anglais, publié en 1995 et traduit en français en 2003. Philip Maclaren rappelle ainsi que les Makassars, peuple d'Indonésie, faisaient la traversée jusqu'en Australie et entretenaient des relations commerciales avec certaines tribus autochtones au début du XVe siècle. Les premiers Européens à avoir atteint les côtes australiennes étaient d'ailleurs les Néerlandais au XVIIe siècle.
Cet aspect de l'histoire oubliée, bien qu'elle ait façonné les relations interculturelles entre les divers groupes culturels, a longtemps projeté une image déformée de la réalité du continent Asie en Australie. Des romanciers tels que Brian Castro ou Nicholas Joyce ont souvent suggéré que l'Australie devait trouver sa place dans la zone Asie pour reterritorialiser son espace. Brian Castro, qui revendique son identité hybride anglaise, chinoise et portugaise, insiste sur la manière dont l'Australie est au cœur de l'Asie. Il dit toujours que dans le mot Australie, on retrouve à travers ses lettres l'Asie. Nicholas Joyce, qui est anglo-australien, dont le parcours intellectuel et politique est rattaché à la Chine, rappelle souvent que les migrants en provenance d'Asie, ont été présents depuis aussi longtemps que les colons et migrants britanniques et européens. Lors d'un discours sur l'art qu'il avait donné à Chinatown dans le quartier de Sydney, Nicholas Joyce faisait référence à un journaliste chinois, Zheng Ye, qui considérait que la présence asiatique ou chinoise en Australie était identique, et je le cite, à un pot de fleurs simplement posé là. Et, je recite Joyce, sans possibilité que cette plante étende ses racines puisqu'elle est séparée du sol ici. Joyce rappelle alors que ces propos ne résument qu'une partie de l'histoire australienne, puisque ce pot de fleurs est en Australie depuis aussi longtemps que l'ont été les jardins européens. Référence à l'importation de la faune et de la flore européenne et à l'imposition d'une culture européenne sur l'espace géographique. Il faut noter que la diaspora en provenance d'Asie, peut-être à l'exception de l'Inde elle-même, colonie de l'Empire britannique, a très longtemps suscité la méfiance d'une Australie coloniale, soucieuse de sa position stratégique dans le Pacifique Sud, et peu encline à s'insérer dans un périmètre Asie. L'invisibilité des autochtones, ajoutée à la présence des migrants marginalisés, pointe à la fois la complexité de ce que l'on entend par nation et la nature inachevée, voire fausse, artificielle, de l'histoire officielle. On retrouve ainsi ces thématiques dans tous les domaines artistiques. L'histoire est à la fois subvertie, déconstruite, et à travers les formes d'expression artistique, on perçoit une volonté de présenter des espaces fragmentés qui, associés les uns aux autres, forment une altérité qui bouscule le discours officiel et les contours de la nation imaginée. Ainsi, on pourrait dire que les voix des artistes, des écrivains, ne construisent pas une histoire, qu'elle soit nationale ou locale, mais bien une histoire spatiale, telle que le définit le chercheur Paul Carter dès 1987. Paul Carter associe les fondations de la nation non pas à quelque chose de réel ou de concret, mais bien à une communauté imaginée, et incite le lecteur à relire l'histoire de l'Australie à travers la géographie des lieux, l'espace et l'environnement. Il fait ainsi reposer les fondements de l'histoire de l'Australie sur l'espace pour permettre une réécriture, une réinterprétation de l'histoire officielle, processus qui de fait est bien plus inclusif. L'approche proposée est multiforme et complexe. Elle incorpore la vision et l'approche du territoire selon différents acteurs, les explorateurs, les bagnards, les ethnographes, les migrants, exploitants et spéculateurs, l'armée et le pouvoir colonial. Autant d'intrus, selon Carter, qui ont respectivement tracé les lignes d'un vaste continent, selon eux inoccupé, et ont écrit des histoires de manière si divergente que chacune d'entre elles déplace, bouscule ou incorpore toutes les autres. La lecture de l'histoire à travers l'espace géographique et le territoire, qui est devenu fondamental pour les artistes à partir des années 50, l'est encore aujourd'hui, et elle renvoie à la notion d'histoire spatiale. La vision multiculturelle ne sera réellement visible qu'à partir des années 70. L'Australie a développé des liens commerciaux avec les pays d'Asie. Elle se place désormais dans une perspective d'intégration régionale en Asie-Pacifique. La loi relative à la migration, qui autorise l'entrée et l'installation des personnes n'étant pas d'origine européenne, dès 1966, marque le coup d'arrêt de la politique de l'Australie blanche et les prémices du multiculturalisme. Le repositionnement australien dans la sphère Asie est plutôt dans un entre-deux entre Asie et Pacifique, et qui dit Pacifique pense de fait au lien avec les États-Unis. Le Royaume-Uni ayant perdu un peu de sa superbe, encore plus avec son intégration dans la communauté européenne de l'époque. Donc voilà. L'élection de Gough Whitlam, travailliste, va être selon moi déterminante. Elle est reconnue cela est reconnu par les politiques de tous bords, à l'exception des partis d'extrême droite. Donc cette élection, elle est déterminante à la réorientation vers l'Asie. L'ouverture vers une altérité non anglophone y inclut les autochtones. Alors, soutien à la culture, l'éducation.
Et le programme de Whitlam, va inscrire la notion de diversité comme caractéristique australienne. Les gouvernements qui suivront persisteront à présenter l'Australie comme étant multiculturelle, en dépit de discours, il est vrai, parfois très fermes envers les migrants et les réfugiés. Le multiculturalisme australien, dont la définition ne cessera de changer et changera encore dans les années à venir, se vante d'accueillir toute personne qui souhaite contribuer au développement économique de l'Australie et devenir australienne à part entière. À la fin des années 80 et au moment où l'Australie célèbre le bicentenaire de l'arrivée de la première flotte britannique en 1788, le gouvernement redéfinit la notion de multiculturalisme. Celui-ci sera désormais conditionné à 3 aspects. Il se traduira à travers la notion d'identité culturelle et non plus nationale. Il garantira donc une avancée sociale, et sera porteur d'efficacité économique. Cette vision du multiculturalisme répond aux objectifs d'un programme politique intitulé de fait « Réunir tous les Australiens ». Au-delà des divisions sociales et culturelles, elle génère une perception de la nation unifiée et au sujet assimilé. Alors, cette vision multiculturelle va se maintenir, même si les gouvernements futurs tenteront chacun à leur tour de redéfinir ce qu'est l'identité australienne à travers la politique du multiculturalisme. Alors, j'aimerais vous montrer donc un dessin de presse que je trouve très parlant aux propos que je viens de tenir. Donc, vous voyez, c'est une question donc sur l'assimilation ou l'intégration, et donc vous avez un officiel australien qui se tient devant la représentation quasi qui est extrêmement donc symbolique donc de l'Australien historique et qui demande à des migrants donc de lui ressembler, et l'un d'entre eux donc lui fait quand même remarquer de manière assez ironique que lui il lui ressemble absolument pas. Donc d'où cette contradiction. Voilà, on revoit la contradiction dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors cette vision, toute positive qu'elle puisse nous apparaître, trouve ses limites dans la représentation culturelle. Alors la chercheuse et critique Cédia Ganève fait ainsi référence dans ses travaux sur le multiculturalisme à la réception des œuvres littéraires et la définition donnée à la notion de culture australienne. Elle fait référence aux autres pays visibles au sein de l'Australie, pays terres autochtones et espaces diasporiques. Ces pays qui, selon elle, sont des petits, alors je la cite, c'est dans son texte en anglais, des petits filaments épars attachés à ceux et celles qui, un jour, sont arrivés d'un pays qui n'est ni l'Angleterre ni l'Irlande. Elle insiste sur le fait que ces autres pays et diasporas subvertissent l'image d'une Australie qui est présentée comme un espace multiculturel et dynamique. Elle déclare la chose suivante. Donc, par ailleurs, donc c'est la citation que je vous mets là en anglais. À quoi pourrait ressembler l'Australie lorsque tous ces pays d'origine seront reconnus comme espaces d'origine? L'Australie est la terre-mère qui n'est pas mère-patrie. C'est ce lieu étrange, mystérieux, qui ne donnera jamais naissance, le mort-né. Pour l'Australie blanche, le pays est ce centre mort, la mer qui dévore la vie, car la vie se manifeste plutôt dans les villes, au bord et là où la terre a été recouverte, comprimée, espace où le sujet est perdu, dans un labyrinthe automatique et inexplicable. La vie dans la mort et la mort dans la vie. L'espace maternel est toujours ailleurs, bien que réprimé, bien que renié dans d'autres cultures. Ganève pose la question de la visibilité du sujet non européen et de la persistance d'une histoire qui émerge strictement de la colonisation britannique. Elle met l'accent sur ce qu'un grand nombre d'artistes australiens, et je parle ici strictement d'artistes issus des migrations non européennes, donc de ce qu'ils expriment dans leurs œuvres. Ce mouvement de balancier entre inclusion et exclusion, centre et marge, l'incongruité du lien maintenu avec le monarque britannique, et de fait de la définition de l'Australie comme étant post-coloniale. Donc elle met vraiment l'accent sur ces complexités-là. Elle se positionne de manière claire en faveur d'une déconstruction du post-colonial comme extension du Royaume-Uni et de l'Europe et la réintégration dans l'histoire de la voix des oubliés. Elle s'exprime à un moment, il est vrai, où l'Australie a célébré le centenaire de la Fédération des États en 2001. Lors de des célébrations du centenaire de la Fédération des États australiens, de nombreux supports de communication ont d'ailleurs mis l'accent sur la construction de la nation anglophone, reposant sur une histoire globale de la migration, une histoire nationale avec la diversité culturelle et la visée, l'identité post-coloniale de l'Australie en Asie-Pacifique. Cette période est cependant marquée par des événements tragiques. Les attentats du 11 septembre, le refus du gouvernement de l'époque de laisser entrer des réfugiés, l'affaire Tampa, donc au prétexte qu'ils seraient des profiteurs et des potentiels terroristes,
2001 est également postérieur à l'enquête sur la situation des peuples autochtones et des îles du détroit de Torres, qui révéla la manière dont de jeunes autochtones, bébés, enfants, adolescents, tous métis, avaient été enlevés à leur famille dès la fin du 19e siècle, et ce jusqu'en 1970, envoyés dans des orphelinats pour devenir complètement assimilés, mais blancs, après différentes générations et mariages avec des blancs. Le multiculturalisme, qui des années 1980 à 1990 a renvoyé de l'extérieur l'image d'une nation diversifiée, multiple, mais une, montre ses limites et semble voler en éclats. La question des autochtones, associée aux générations volées, à la revendication des droits fonciers, fait émerger des discours antagonistes sur la place des autochtones dans l'idéal du multiculturalisme. Ainsi, lors d'un entretien avec Sally Mongen, une peintre autochtone, je lui avais demandé donc à l'époque, donc ce qu'elle pensait donc de cette question du multiculturalisme. Et elle avait répondu donc pour elle, selon elle, je résume, c'était une bonne chose, mais que parfois ce qui se passait sous la bannière multiculturelle donc était un problème pour les autochtones qui s'y perdaient, que les premiers habitants de tout pays devaient en effet avoir un rôle distinct. Et elle dit la chose suivante: je suis pour le multiculturalisme, mais je pense personnellement que lorsqu'un pays, quel qu'il soit, a une population autochtone, celle-ci devrait avoir une place d'honneur dans la société, car elle est autochtone. Les peuples des Premières Nations connaissent la terre, l'esprit de la terre et sa culture plus que quiconque. Ils connaissent l'identité de la terre. Ce rôle symbolique et significatif que les autochtones doivent jouer doit être reconnu pour qu'une société multiculturelle puisse vraiment réussir. Alors elle dit la chose suivante: historiquement, si vous regardez les groupes qui ont soutenu les autochtones, il n'y a pas eu beaucoup de soutien pour les questions autochtones de la part des migrants en Australie. Il y a donc un problème quelque part. Au lieu de cela, dit-elle, les autochtones ont toujours été poussés de plus en plus vers le bas de l'échelle. Il y a là un problème et je pense qu'il faut le résoudre. Mais pour ce qui est de la diversité des cultures et des identités dans un même pays, je pense que c'est une très bonne chose car nous pouvons apprendre les uns des autres. Les remarques de Sally Mongen soulignent non seulement le caractère exclusif du multiculturalisme australien et la manière dont la question des autochtones ne peut s'inscrire dans une perception de la nation comme espace de diversité, puisque cet espace ne se définit qu'au travers de l'histoire de ces communautés de migrants. Migrants, descendants de migrants, qui, comme elle l'indique à cette époque, ne semblent pas se sentir engagés dans une réflexion sur cette question autochtone. Alors, cette dernière rejoint les remarques faites précédemment sur la nature postcoloniale de l'Australie et sur la place donnée aux différents groupes culturels. Alors, je vais le dire très brièvement. Si l'on regarde de près la cartographie culturelle de l'Australie, on constate aujourd'hui qu'il y a 270 groupes ethniques, soit sur un peu plus de 25 millions d'Australiens, 1 sur 4 est né à l'étranger, 46% au moins un parent né à l'étranger, et près de 20% des Australiens parlent une autre langue que l'anglais à la maison. Concernant les migrants, les personnes nées au Royaume-Uni continuent de constituer le groupe le plus important de résidents nés à l'étranger, suivi par la Nouvelle-Zélande, la Chine, l'Inde et le Vietnam. Alors, apprendre les uns des autres, nous dit Sally Mongen, reterritorialiser l'Australie en Asie, suggère Brian Castro, tous deux romanciers donc, et attachés également à la représentation des lieux, et donc, dans le prolongement de leur réflexion, on a également cette même prise de position donc de deux romanciers qui sont quelque peu différents, mais qui se rejoignent sur un certain nombre de questions à la fois culturelles et politiques en Australie, et qui sont Tim Winton et David Malouf. Donc je vais conclure mon propos en les citant. La représentation du lieu et de la culture sont chez ces deux romanciers envisagées dans un espace qui repose sur les transitions sphère privée, sphère domestique, avec pays d'accueil, pays d'origine, le local avec le global, le national et l'international, de façon à pénétrer la subjectivité, l'identité, donc la question de sujet en fait, des personnages de l'histoire, et de mettre en exergue la complexité de l'héritage culturel et d'extension du centre d'origine britannique. David Malouf, par exemple, explique que la Grande-Bretagne n'occupe plus sa position stratégique en tant que maître patrie et centre impérial géopolitique. Alors il dit la chose suivante, alors je l'ai traduit pour vous ce passage. Donc la Grande-Bretagne n'est plus assise en bout de table. Nous autres n'utilisons plus les Britanniques ou n'avons plus besoin d'eux. Le plus souvent, lorsque nous nous rencontrons, ce sont les représentants britanniques qui se sentent marginalisés et pas à leur place. Le fait qu'il n'y ait plus de centre autour duquel nous nous mouvons et dansons. Nous avons changé de place. Quant aux positions respectives de l'Australie et de la Grande-Bretagne, le monde s'est inversé.
Contrairement à Tim Winton, je l'avoue, qui rejette très clairement toute affiliation avec le Royaume-Uni et l'Europe, Malouf demeure quelque peu, alors c'est aussi sujet à débat, et je pense que certains de mes collègues ne sont pas forcément d'accord avec moi, demeure quelque peu attaché à un intérêt romantique à l'histoire et au lien impérial, exprimant une vision assez idéalisée de la destinée des colonisateurs et des migrants. Il met de côté, selon moi, encore une fois, la politique de l'Australie blanche et vante les mérites de la Fédération de l'Australie, qui a permis de créer une nation dans le Pacifique Sud. Alors là où Malouf tente de prôner une unité multiculturelle au prétexte d'une complexité héritée de l'histoire, Winton revendique la notion de marge comme centre et espace multiculturel ambivalent, espace liminal. Il met en avant l'ambivalence, l'incongruité selon lui, politique de l'Australie par rapport au chef d'État et au gouvernement australien qui est fédéral. Les tensions visibles entre des espaces qui représentent des utopies et des dystopies, entre une géographie qui est prise, selon lui, entre l'histoire, le passé, le présent. Et, s'agissant donc de l'Australie et de son apport culturel, il dit la chose suivante. Donc voilà sa citation, donc dans un ouvrage qui est c'est une série de réflexions, un d'essais. Il dit « L'Australie est tissée d'histoires anciennes et d'expériences humaines. Mais il y a toujours eu beaucoup d'espace entre tous ces fils de culture. » Donc, il parle de ces fils de culture qui nous font penser à la citation que je vous ai donnée précédemment de Genève, qui parle, elle, donc, de ces petits filaments. Donc, on se retrouve dans une perspective tout à fait identique. Et il ajoute la chose suivante. Nous sommes pardon. Alors, excusez-moi. Alors, Salia, je suis désolée, il va falloir conclure un peu rapidement, parce que ça fait 30 minutes et il faut laisser la parole à la salle. Merci beaucoup. Oui, je conclue. Merci. Veuillez m'excuser. Donc, je conclue. Donc, alors, partant de Winton et de Malouf, excusez-moi, donc la littérature, les arts, les sciences humaines et sociales nous invitent donc à la redécouverte d'un territoire connu, mais somme toute inconnu, un territoire en constante redéfinition et qui s'affirme comme centre réel d'une histoire commune dans la géographie, plutôt comme simple fragment d'une histoire coloniale, fabriquée et irréelle. Merci de votre attention et toutes mes excuses pour avoir dépassé le temps de parole. Merci à vous, parce que c'est pas... Voilà. C'était très intéressant, très complet, et merci à vous, parce que c'est pas évident d'intervenir de loin et d'être en même temps avec nous dans la salle, donc merci beaucoup, Salia.